Bonjour et bienvenue à tous dans cette spéciale d'invitation au voyage. Alors aujourd'hui, on s'envole ensemble vers l'Afrique, celle des Grands Lacs. C'est parti pour une escapade au Rwanda. Une fois sur place, si on vous dit que vous ressemblez à une vache, ne le prenez surtout pas mal. Il s'agit d'un compliment. Cette étonnante bête à cornes est un symbole d'amitié au Rwanda. Une muse pour les poètes, une preuve de richesse. Et elle s'est retrouvée mêlée au génocide. On y reviendra dans l'héritage. Nous aurons rendez-vous également ici, dans l'ancien palais royal de Nyanza, pour assister à une performance presque surhumaine. Des adeptes du saut en hauteur ont fait pâlir d'envie les plus grands champions olympiques. Leur secret, ça sera dans l'incontournable. Mais avant de bondir, tel un léopard, on file à 3000 mètres d'altitude dans le parc national des volcans. Vous connaissez l'histoire de l'homme qui a vu l'homme ? Eh bien, j'ai beaucoup mieux à vous proposer. L'histoire de la femme qui a vu les singes de près, de très très près. Dian Fossey a révélé au monde la vie cachée des gorilles dans la brume. C'est même l'inspiration du week-end. Drapés dans leur manteau de brume, les sommets des volcans émergent de la forêt tropicale. Situés dans la chaîne des Virunga, dans le nord du Rwanda, pays enclavé d'Afrique de l'Est, ces géants assoupis abritent l'une des dernières populations de gorilles de montagne de la planète. C'est dans cette forêt, à la lumière filtrée par des arbres aux formes fantasmagoriques, que la primatologue et écrivain Dian Fossey a vécu plus de 18 ans. Absorbée par cette cathédrale végétale, l'intrépide américaine a tissé un lien sans précédent avec ses charismatiques occupants. Au point de leur consacrer son existence. Elle tire de sa vie dans ces montagnes un best-seller adapté au cinéma en un film culte de la fin des années 80, Gorille dans la brume. Son personnage, incarné par Sigourney Weaver, a fait d'elle une icône internationale, à jamais associée à la défense des grands singes et de cette nature époustouflante. À la confluence de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda et du Rwanda, la chaîne des Virunga recèle une faune et une flore exceptionnelles. Semblables à d'immenses sentinelles, des Agénias se dressaient çà et là avec leurs longues barbes de lichen. Sous le soleil, le paysage était d'une indicible beauté. Créé en 1925 sous l'impulsion d'un naturaliste américain, le parc Albert, comme il a été baptisé à l'époque, est le plus ancien parc national d'Afrique. Il a ensuite été divisé entre les 3 États au moment de leur indépendance dans les années 60. La partie rwandaise est devenue l'actuel Parc national des volcans. Le parc a été créé parce qu'il n'y avait aucune protection de l'environnement. Une partie du parc était utilisée par les agriculteurs et l'autre par les troupeaux des éleveurs. Né en 1932 à San Francisco, Dian Fossey n'a à la base aucun diplôme scientifique, mais sa passion pour la nature la pousse à voyager en Afrique en 1963. C'est alors qu'elle fait la connaissance du paléoanthropologue Louis Leakey, qui la recrute quelques années plus tard pour étudier les gorilles sur la chaîne des Virunga. Elle y fait une rencontre qui va bouleverser sa vie. Est-ce que vous les avez tous vus? Sans aucun problème? Oui, on les a vus. Rappelle-moi combien il y a de nouveaux bébés déjà? Il y en a 2. Au niveau génétique, les gorilles sont très proches des hommes, car nous partageons 98% de nos gènes. Quand on les regarde, si imposants lorsqu'ils marchent comme des humains, c'est très impressionnant à voir. Pour se faire accepter par les gorilles, Dian Fossey imite leurs gestes, leurs déplacements et leurs sons.
Elle parvient ainsi à les approcher comme aucun autre scientifique auparavant. Dès lors qu'elle a rencontré les gorilles pour la première fois, elle est tombée amoureuse. Ils sont devenus ses meilleurs amis, ils la faisaient rire, et même si elle n'était pas scientifique au départ, elle a choisi d'étudier en profondeur leur mode de vie. Les heures qu'elle passe à observer ces grands singes dans leur quotidien enrichissent sa prose de détails toujours plus surprenants. Très précis, ils donnent une vision totalement novatrice des gorilles, alors considérés comme des bêtes féroces. J'ai souvent vu ce spectacle d'un vénérable gorille au dos argenté jouer avec son rejeton. La gentillesse extraordinaire du mâle adulte avec ses enfants apporte un démenti au mythe de King Kong. Grâce aux écrits de Dian Fossey, nous savons que les gorilles vivent en famille et qu'ils sont vraiment organisés, avec une hiérarchie comparable à celle qui existe chez les hommes. Ils ont une vraie vie sociale. Du coup, le récit de Dian Fossey se lit comme un roman. Liaisons, drames et bonheurs au sein des familles de gorilles étudiées. Ce qui est à l'origine un travail d'observation scientifique contient déjà les ferments d'une aventure trépidante. Une dizaine de kilomètres à peine relient les volcans et la ville de Musanze, mais un monde les sépare. Loin de l'atmosphère feutrée de la forêt, la capitale de la province du Nord, avec ses mototaxis, ses commerces et ses rues au trafic incessant, nous rappelle que le Rwanda est bien l'un des pays les plus densément peuplés d'Afrique. Dans les années 60 déjà, à l'époque de Dian Fossey, son marché bigarré attire les villageois de toute la province venus vendre leurs produits. C'est la ville la plus active de la région des volcans. Et elle est connue pour la diversité de ses produits agricoles. À l'époque, Dian Fossey vivait dans le parc et venait ici pour acheter de la nourriture et des produits ménagers. À ce moment-là, il n'y avait pas autant de touristes dans cette ville. Donc elle était vraiment la seule Muzungu, comme on dit ici, la seule blanche. Les gens étaient très excités de la voir. Elle allait et venait chercher des produits ici et là, négocier les prix. C'était complètement différent de sa vie dans la forêt. Mais au fil des ans et de son récit, on devine que ce monde des hommes lui devient de plus en plus étranger. Quand elle échangeait avec les populations et les autorités locales, ou même les visiteurs étrangers, elle ne retrouvait pas chez eux cette même passion qui l'habitait. Elle avait l'impression qu'ils ne comprenaient pas son message et le combat qu'elle menait. Lorsqu'il s'agit de décrire les hommes, son récit se teinte de petites touches ironiques et elle n'épargne pas ses compatriotes. Je sortais bouche bée devant le spectacle. L'homme portait un costume de lainage noir, des chaussures de ville et une serviette en cuir. On aurait cru un voyageur qui s'était trompé de correspondance dans le métro. Mais Dian Fossey s'est aussi appuyée sur des personnes de confiance, des guides et trackers rwandais qu'elle a en partie formés et qui lui restent fidèles tout au long de son combat. Le village de Kinigi, au début du parc national, aurait enchanté Dian Fossey. Il a été construit par des braconniers repentis qui œuvrent désormais à la protection de l'environnement en mettant en valeur leur culture. Aujourd'hui, le Rwanda est l'un des modèles de réussite économique du continent. Mais à l'époque de Dian Fossey,
il était l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Il y avait une grande pauvreté et les gens chassaient pour leur survie. Ils braconnaient pour aller chercher dans le parc des antilopes, des bambous et des plantes médicinales. Ils chassaient pour se nourrir. Mais certains animaux étaient aussi traqués pour des raisons commerciales, comme par exemple les gorilles ou les éléphants. Ces animaux ne se mangent pas, mais ils se vendent très cher. Ces prises alimentent un marché international destiné aux zoos européens. Plus macabre encore, les mains et les crânes de gorilles étaient vendus pour servir de cendrier. Les altercations de Dian Fossey avec les braconniers viennent ponctuer l'intégralité de son récit, intensifiant son ressort dramatique. Les braconniers ne prenaient évidemment pas à la légère mes activités. Ils manifestaient leur mécontentement par le soumou, terme africain qui signifie poison, mais qui en Afrique centrale est utilisé dans le sens de magie noire. Je la voyais souvent passer dans sa voiture, mais les détails de sa vie privée ne m'intéressaient pas. Tout ce qui me préoccupait, c'était qu'elle gênait notre chasse et qu'elle nous posait des problèmes. Aujourd'hui, on sait que c'était un beau combat, mais à l'époque, on ne le comprenait pas. Les récits de Dian Fossey sont publiés régulièrement dans National Geographic et internationalisent un combat qui se joue pourtant au fin fond des montagnes rwandaises. À plus de 3 heures de marche dans la forêt, sur des sentiers abrupts et glissants, son centre de recherche, Karisoki, à 3000 mètres d'altitude, accueille des scientifiques et des équipes de journalistes venus du monde entier. Mais Dian Fossey se résout difficilement à partager son coin de paradis. Pour écrire, elle se retire dans son chalet, dissimulée sous les grands arbres. Cet endroit que vous voyez, c'est là qu'était la maison de Dian Fossey. On l'appelait Dian Fossey Nirama Chiberi, la femme qui vit seule dans la forêt. C'est dans cette maison qu'elle rédige son livre, fruit de 13 années de travail acharné. Le soir, devant sa machine, elle se plonge dans la vie de ceux qu'elle considère désormais comme sa famille. Les aventures du couple Pansy et Icar, la curieuse petite Poppy, ou les attentions de son mâle préféré, Digit. Soudain, je sentis un bras qui entourait mes épaules. Digit me regardait pensivement de ses yeux bruns. Il tapota doucement ma tête et s'affala à mes côtés. Dans son livre, elle décortiquait leurs relations. Elle s'asseyait sur sa chaise et écrivait à son bureau. Elle prenait une cigarette. Elle aimait beaucoup boire du whisky. Mais elle aimait surtout les cigarettes. La découverte du corps de Digit décapité marque un point de bascule dans son existence. Elle termine son récit avec l'espoir de voir de nouvelles générations de gorilles, mais son combat se durcit. 2 ans après la publication de son livre, elle est retrouvée assassinée dans sa cabane. Son meurtre n'a jamais été élucidé. Elle savait qu'elle ne retournerait pas chez elle, qu'elle vieillirait ici et qu'elle mourrait ici. C'est pour ça qu'elle est enterrée dans le parc. Ils ont trouvé une lettre dans sa maison, après sa mort, qui disait « Moi, Dian Fossey, si je meurs, je veux être enterré auprès de mon ami Digit. » Alors oui, elle avait un fort caractère et avait des sautes d'humeur, mais elle aimait passionnément cette nature. Je lui dis merci, elle s'est sacrifiée pour le parc des Virunga. Merci. Et quand Thomas Chauvineau s'intéresse aux gorilles, à votre avis, sur quoi porte-t-il son intérêt? C'est le clin d'œil.
Dans la chanson de Georges Brassens, les dames du canton lorgnent avec insistance un endroit bien précis, l'entrejambe du gorille. Et c'est bien normal qu'elles lorgnent avec insistance, c'est qu'on a du mal à voir. Chez lui, la chose n'excède pas 5 cm, pas franchement besoin de prendre garde au gorille. Si Dame Nature l'a ainsi dotée, c'est que contrairement à l'homme, le gorille n'a pas besoin de la voir très grande. Plus un sexe mâle est long, plus il est proche des ovaires. Mais le gorille, qui vit en harem entouré de femelles qui lui sont fidèles, il s'en fout d'être proche des ovaires. Pour assurer sa descendance, inutile d'être près du but. Si ce n'est pas ce coup-ci, ce sera celui d'après et avec une autre. Et en plus, c'est vite fait, vite fait. Si le regretté président Chirac avait la réputation d'être un rapide, 5 minutes douche comprise, le gorille est encore plus prompt à l'action. Vite fait, le gorille ne s'embarrasse pas de la notion de plaisir. C'est peut-être pour cette raison que les gorilles vont le chercher entre elles. En 2016, une étude très documentée a apporté la preuve de ce que Dian Fossé avait pu observer en son temps. Il y a chez les gorilles femelles un comportement homosexuel. Certaines même se dissimulent à l'abri des feuillages pour pouvoir tranquillement faire leur petite affaire sans être dérangées par le mâle. Remarquez, il serait gonflé d'y trouver quelque chose à redire, vu que lui aussi se permet de jouer avec ses congénères mâles. Les disciples de Dian Fossé ont montré à la fin des années 1980 que les gorilles dans la brume des montagnes savent parfaitement quoi faire avec leurs petits copains. Et ils ne sont pas les seuls. Au tournant du siècle, le biologiste Bruce Bagemill l'avait prouvé. 450 espèces, du cygne au lamentin en passant par la girafe, ont un comportement homosexuel. Un comportement qui toucherait les mâles à 80%. Et dans le monde animal, il semblerait que ça ne gêne absolument personne. Décidément, c'est un véritable bestiaire, cette spéciale. Car maintenant, on va voir les vaches. Que dis-je une vache? Une icône, un totem. Car il n'y a pas qu'en Inde qu'elles sont sacrées. Au Rwanda aussi, regardez, c'est l'héritage. Au Rwanda, avoir l'allure d'une vache est un des plus beaux compliments qui soit. Signe de richesse, de grâce et de prestige, cet animal occupe une place si particulière dans le cœur des Rwandais qu'il déclame des poèmes à sa gloire depuis plus de 4 siècles. Le Rwanda est un pays dont la langue est complexe et riche. Quand on en arrive au vocabulaire de la vache, le Rwanda se surpasse en quelque sorte. Pour dire la couleur de la robe d'une vache, vous avez le choix entre des dizaines et des dizaines de mots. Surnommé le pays des 1000 collines, le Rwanda, un petit État enclavé de la région des Grands Lacs, possède une culture ancestrale extrêmement riche et encore largement méconnue à l'étranger. D'un bout à l'autre du territoire, la vache est indissociable de l'histoire du pays. Fondement de l'identité rwandaise, elle est devenue un sujet de discorde exacerbé par les colonisateurs et un enjeu crucial au moment du génocide de 1994. Depuis, elle joue un rôle important pour la reconstruction du Rwanda. Au nord-est du pays, dans la province du Nord, un impressionnant nuancier de vert se déploie sur un horizon ondulant à l'infini. Sur ces collines, où la pluie ne manque jamais, paissent les vaches les plus prestigieuses, les Inyambo. Décorées de perles, ces vaches aux longues cornes recourbées sont les plus anciennes du pays. Ces longues cornes rappellent le mouvement et la beauté des bras des danseurs et des danseuses traditionnelles au Rwanda. Selon la tradition orale, Gihanga, un roi mythique, aurait créé le Rwanda dès le XIe siècle. Les sources écrites étant inexistantes, il est difficile de démêler les faits historiques des contes et légendes. Mais la bête à cornes y tient dès le début une place primordiale. On raconte qu'elles sont tombées du ciel
ou bien qu'elles sont sorties du lac, ou encore qu'elles ont été découvertes par la fille du roi dans la forêt. De toute façon, tout nous renvoie vers Imana, notre Dieu unique, créateur du Rwanda et des Rwandais. On peut donc dire que l'origine des Rwandais remonte à celle des vaches. À partir du XVIe siècle, la dynastie des Niginya, issue d'un clan d'éleveurs Tutsi, conquiert peu à peu une cinquantaine de petits royaumes qu'elle regroupe ensuite dans un État centralisé. Les Rwandais Tutsi, Tuwa ou Hutu ont la même religion, la même langue et se marient entre eux. Les vaches qui sont élevées pour leur lait, jamais pour leur viande, servent alors de marqueur social, mettant les éleveurs majoritairement Tutsi en haut de l'échelle. Objet de prestige et de respectabilité, les vaches servent de monnaie d'échange et jouent même un rôle important dans les campagnes militaires. Lors des campagnes, les troupes étaient accompagnées par leurs vaches. Elles les aidaient dans ces conquêtes en leur donnant de la force. Leur vie était liée à celle des vaches. Ils se nourrissaient de leur lait. Depuis toujours, les bergers sont entraînés pour devenir des hommes forts et confiants, afin que si une bête féroce venait à les attaquer, ils aient la force de la combattre. Avec cette technique, les bergers parvenaient à achever un lion en un seul coup. Leur royaume est si puissant que les habitants du pays des 1000 collines imaginent alors qu'ils sont au centre du monde. Le Rwanda fait partie des derniers pays à être colonisés. À leur arrivée à la fin du 19e siècle, les Européens trouvent un État dont ils n'ont pas dessiné les frontières, ni organisé la société. Dans le sud du pays, la ville de Butare, cœur intellectuel et culturel du pays. Cette cité verdoyante, créée au début du XXe siècle par les premiers colons allemands, est devenue la capitale du Rwanda colonial belge dans les années 20. Les Européens la baptisent alors Astrida. Le nom d'Astrida, ça vient de la princesse. Quand on a fondé le territoire d'Astrida, c'était lors du mariage de cette princesse qui s'est mariée au prince belge. Et c'était en son mémoire. C'était pour l'honorer. Aussi importante soit-elle dans la société rwandaise, la vache n'est pas considérée comme sacrée. Les Rwandais chérissent un dieu unique, Imana, évincé par les missionnaires au profit du dieu chrétien. Cette cathédrale ça a été construite dans les années 30. Symboliquement, tout d'abord, elle représente la foi chrétienne au Rwanda, mais aussi c'est un symbole de la colonisation aussi. Au Rwanda, notre architecture, ce n'était pas comme ça. Vous voyez les voûtes, vous voyez les piliers là, c'est un style architectural européen qui a été amené par des missionnaires lors de l'époque coloniale. Les colons imposent bien plus qu'une religion et un style architectural. Ils introduisent les théories raciales développées dans l'Europe du début du XXe siècle. Convaincus de la supériorité des Tutsis, majoritairement éleveurs de vaches, les Belges choisissent de s'appuyer exclusivement sur eux pour administrer le pays. Sur les hauteurs de la ville, au bout d'un long tunnel d'arbres anciens, un bâtiment datant de l'époque coloniale a participé à l'élaboration de cette idéologie. Avant, ici, c'était RIRSAC, Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale. Les recherches qui ont divisé les Rwandais se faisaient à partir d'ici. Si les termes de Tutsi, Hutu
et Tuwa existaient avant l'arrivée des colons, ils représentaient avant tout des groupes socio-professionnels. Mais les colonisateurs décident d'en faire des ethnies et de les inscrire sur les cartes d'identité en 1931. Ils s'appuient alors sur des études anthropologiques. En cas de doute, la vache sert de baromètre. Tout homme possédant plus d'un certain nombre de têtes est considéré comme Tutsi. Il y a des histoires qu'on dit que même quand on donnait des pièces d'identité, tu pouvais être mon enfant, mais si tu n'avais pas beaucoup de vaches comme moi je pouvais être Tutsi, toi tu pouvais être classifié comme Hutu. Avec cette politique, ils exacerbent de façon irrévocable les dissensions et les frustrations au sein de la population. À la veille de l'indépendance, les Belges renversent leur alliance avec la monarchie Tutsi au profit de la majorité Hutu, qui proclame la Première République en 1961. Pendant plus de 3 décennies, les violences raciales ne cessent d'augmenter pour déboucher sur le génocide des Tutsis de 1994, qui coûta la vie à près d'1 million de personnes. Les vaches, assimilées à la culture Tutsi, ont aussi été décimées. Mais le Rwanda refuse de rester figé dans l'horreur. À Nyanza, ancienne capitale royale à une trentaine de kilomètres au nord de Butare, comme dans tout le pays, la volonté des Rwandais de renouer avec le fil de leur histoire commence par l'unité de leur peuple. La vache est au centre des cérémonies qui rythment la vie des habitants. La vache est aussi un élément qui contribue à l'amitié. Et donc, il n'est pas rare que, après une expérience positive dans une relation, une des personnes dise, eh bien, pour consacrer cette expérience formidable, je t'offre une vache. Aujourd'hui, les termes de Hutu, Tutsi et Tuwa ont été bannis du vocabulaire. Ces événements fédérateurs retissent le lien social rompu par les horreurs de l'histoire. On arrive 25 ans après à une situation où les gens peuvent revivre ensemble. Tout ça a demandé beaucoup de travail et la vache, qui est un être symbolique au Rwanda, a joué son rôle également. Le gouvernement a d'ailleurs adopté un programme particulier pour amener des vaches dans le pays, en les faisant venir de l'étranger, pour recréer un cheptel de base. Et un des programmes du gouvernement consiste à donner aux familles pauvres une vache pour améliorer l'alimentation, en particulier des plus jeunes. Au-delà de son importance sociale, la vache participe à la reconstruction économique du pays. Le Rwanda connaît aujourd'hui l'un des taux de croissance les plus élevés du continent. Au centre du pays, Kigali est depuis quelques années la vitrine de ce Rwanda moderne et dynamique. Avec ses routes asphaltées, son palais des congrès à l'architecture très contemporaine et ses hôtels d'affaires, la capitale, construite sur plusieurs collines, ne cesse de se réinventer. Le quartier de Kimi-Urura est un des plus appréciés de la jeune génération. Déjà avant le génocide, ce quartier en pleine urbanisation était réputé pour ses belles maisons. Et puis, ça s'est énormément développé. Ce quartier en pleine urbanisation était réputé pour ses belles maisons. Et puis, ça s'est énormément développé. Et beaucoup de maisons se sont transformées en coffee shop ou en bar. Kigali est devenue très cosmopolite. C'est une ville où tu peux envisager ton avenir. Parmi les lieux incontournables de la capitale, les milk bars.
Ces échoppes de rue fréquentées à toute heure du jour écoulent les stocks de lait des producteurs locaux. Comme Kigali s'urbanise énormément, il n'y a plus de place pour les fermes dans la ville. Du coup, on collecte le lait de toutes les fermes aux alentours pour ces bars. Après le travail, si tu es fatigué, qu'il fait chaud, tu viens te prendre un verre de lait. Ça fait partie de notre quotidien. Jeunes, vieux, tout le monde boit du lait. C'est culturel. Ce réseau de milk bars, sorte de pub à la rwandaise, ne se retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Il en existe une centaine sur tout le territoire. Il rappelle avec fierté que le lait de vache reste depuis des siècles la boisson préférée des Rwandais. Le lait de vache, c'est peut-être ça le secret de ceux que je vais vous présenter maintenant à Nyanza, l'ancienne capitale du royaume du Rwanda. Des hommes capables de sauter à plus de 2 mètres, sans effort en plus. C'est l'incontournable. Au pays des 1000 collines, le palais de Nyanza renoue avec l'histoire et la culture du Rwanda ancien. Cet immense dôme de chaume et de papyrus était au XIXe siècle la résidence principale des Mwani, ou rois en Kinyarwanda. C'était aussi le centre d'une intense activité artistique. Les matériaux traditionnels n'ayant pas résisté à l'épreuve du temps, le palais a été reconstitué à l'identique, ainsi que 2 des multiples dépendances de l'époque. Dans la cour, défilent des vaches inyambo, si chères aux Rwandais que les poètes déclament des odes à leur gloire depuis le temps de la royauté. Incontournable musée du palais royal de Nyanza.